Bienvenue sur Gabon 24 pour cet entretien exclusif qui reçoit l'ambassadeur de France au Gabon, mais pas seulement, puisqu'à ses côtés, il y aura le directeur général de l'environnement, lui est gabonais. Il s'appelle Stéphane Mouba et ensemble, nous reviendrons sur la coopération entre le Gabon et la France, mais également l'organisation du One Forest Summit. Allons comprendre ici même à l'ambassade de France de quoi il est question avec notre hôte, qui est également l'invité de Gabon 24. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous accueillir dans ce bel endroit riche en symboles et vous nous direz pourquoi dans le courant de cette émission. Mais déjà revenir sur la coopération qui lie le Gabon à la France avec des projets bien spécifiques, notamment celui de l'égalité homme-femme, le projet PISCA que vous appuyez. Effectivement, merci. D'abord, bienvenue à la résidence de France. Merci. Un grand plaisir de vous accueillir. Oui, vous faites bien de parler de cette question parce que aujourd'hui, au fond, c'est au cœur de notre action, nous les diplomates, que de coopérer. On est là pour ça, pour travailler au service des gens, des pays dans lesquels on est. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus de coopération, on parle de partenariat, construire ensemble. Avec un partenaire, donc des projets. Et alors, justement, aujourd'hui, une priorité pour nous, c'est vraiment la priorité qu'on porte aujourd'hui au XXIe siècle, c'est l'égalité femmes-hommes. Au point d'ailleurs que notre président Macron, a déclaré que la France portait une diplomatie féministe. Vous voyez, donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce pays, et en toute convergence avec la stratégie Gabon Égalité, dans ce pays, donc, nous travaillons avec la ministre de la Justice pour renforcer les organisations, les associations féminines ici au Gabon, qui travaillent dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple, de l'accroissement de l'employabilité des femmes, l'égalité professionnelle des femmes, l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Oui, tout un spectre très large, en fait, d'actions sur lesquelles donc, on est engagé. Et donc, on soutient des projets innovants en la matière et là, on l'a fait l'an dernier, on refait cette année, on vient d'ouvrir un appel à projet. Et d'ailleurs, au passage, permettez que je salue la première dame du Gabon qui a fait de l'égalité femmes-hommes, hommes-femmes, c'est selon une de ses priorités. Et d'ailleurs, la ministre de la Justice travaille en partenariat avec la fondation Sylvia Bongo Ondimba, une initiative Égalité hommes-femmes qui également fait la part belle à toutes les associations, à toutes les ONG de par le monde, mais précisément celle du Gabon. Alors, cette coopération s'étend à l'employabilité des jeunes. Quelles sont les actions concrètes que la France mène pour accompagner le Gabon dans ce domaine? Oui, ça aussi, c'est un secteur évidemment très important dans un pays qui est si jeune que le Gabon, on a une population jeune aussi importante. Et nous, ce que nous souhaiterions faire, c'est effectivement pouvoir travailler à l'intégration en fait, des jeunes sur le marché de l'emploi, l'intégration durable des jeunes sur le marché de l'emploi. On soutient par exemple des écoles, comme vous connaissez sans doute l'école de 141, un établissement absolument remarquable, qui accompagne donc des jeunes gens à la formation au métier du numérique. Ça, je pense que c'est très prometteur dans un pays comme le Gabon qui a une pénétration Internet la plus élevée en fait d'Afrique subsaharienne. S'il y a vraiment un pays dans lequel il faut faire ça, c'est ici. Et donc, on est très fiers de travailler dans ce domaine-là. Et on est en train de mettre en place aujourd'hui avec justement un groupe de Gabonais ici qui ont personnalités de la société civile gabonaise qui ont des relais dans la jeunesse et en liaison avec des entreprises françaises, un programme pour développer, renforcer justement l'employabilité des jeunes à travers des formations, des stages, etc. C'est en cours, mais à mon avis, c'est un des sujets les plus intéressants, les plus stimulants qu'on porte aujourd'hui à l'ambassade. Et si on poursuivait notre balade dans cette ambassade qui a été d'ailleurs labellisée Terre de Jeux pour la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 au Gabon, en quoi consiste le label déjà et quelle est la nature du partenariat avec le Comité national olympique gabonais? Vous identifiez l'une après l'autre toutes nos priorités, c'est bien, bravo. Effectivement, le sport pour nous, ça va être vraiment un sujet majeur, puisque l'an prochain, Paris va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques pour la première fois depuis 100 ans. La dernière fois, c'était en 1924. Donc là, 2024, on aura ces JO donc, et Jeux paralympiques à Paris, et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et je pense d'ailleurs que ce sera un événement tout à fait historique, parce que justement, j'en reviens à la question de l'égalité, ce seront les premiers Jeux olympiques dans lequel il y aura une parité intégrale entre les femmes et les hommes. Il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes, autant de médailles pour les femmes que de médailes pour les hommes. Et je suis très fier que ça se passe à Paris. Très bien. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait là actuellement, c'est qu'on travaille avec le Comité national olympique gabonais, et bien sûr le ministre des Sports, pour préparer les athlètes, dès qu'ils auront été identifiés, préparer les athlètes gabonais à leur séjour à Paris pour qu'ils reviennent avec le plus de médailles possible. Et on l'espère, vraiment. Et là, nous sommes sous un arbre
qui est très beau. Oui. Et on se demande toujours comment un tel arbre ne nous dit pas autant de choses sur lui. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Parce que, et on le voit, hein, derrière, il y a l'ambassade en construction qui sera certainement inaugurée dans les prochains jours, mais il y a ce bel arbre. Y a-t-il une histoire particulière pour qu'on le garde au centre de l'ambassade? Je l'aime beaucoup. C'est un ficus, hein, absolument magnifique. Effectivement, j'ai le plaisir d'avoir sous les yeux chaque matin, chaque soir, chaque week-end quand je suis là. Et qui est rempli d'oiseaux, qui est une véritable île de biodiversité, justement, dans ce beau parc. Je tiens beaucoup. Et si vous nous présentiez un tout petit peu la nouvelle ambassade? Elle est là. D'accord. Venez la voir. Donc, je sais que les habitants de Libreville ont pris l'habitude de passer devant le chantier, puisque le chantier, on l'a démarré en 2019, je n'étais pas encore là. Et ça a pris du temps, bon, peut-être la crise Covid qui explique ça. Et en quoi il est particulier de l'ancien? Eh bien, d'abord, regardez, vous allez voir, je pense que déjà que c'est magnifique, c'est vraiment un très beau bâtiment. Oui. Et surtout, il raconte une histoire. Et cette histoire, c'est que on a essayé, l'architecte, une architecte française qui s'appelle Fabienne Bull, a essayé en fait, avec ce bâtiment, de réconcilier l'homme et la nature, en fait, en faisant en sorte que ce bâtiment n'ait pas d'empreinte ou une empreinte très limitée sur l'environnement et sur le climat. Cette ambassade va être la première de toutes les ambassades de France dans le monde entier à avoir le label haute qualité environnementale. Wow. Parce que on a mis des ailettes en bois de padouk d'ailleurs, de padouk du Gabon. Du Gabon. Qui donc limitent l'exposition au soleil et réduisent donc la nécessité de consommation d'énergie à l'intérieur. D'accord. On a limité l'artificialisation des sols et on s'est efforcé de faire en sorte que justement donc ce soit l'ambassade la plus comment dirais-je respectueuse de l'environnement dans lequel elle est. Et je trouve que et ça peut être une transition avec la discussion qu'on va avoir maintenant, mais c'est absolument merveilleux que ce soit au Gabon, justement, que nous ayons notre ambassade la plus pro-environnement. Et le Gabon qui est noté comme un bon élève dans la préservation de son environnement, mais pas seulement, dans la lutte contre les changements climatiques à travers le monde. Nous allons poursuivre cet échange avec Monsieur Mouba sur les questions environnementales, mais surtout sur l'organisation du One Forest Summit, qui est une rencontre co-organisée. Alors déjà, peut-être nous dire pourquoi la France et le Gabon ont décidé de parvenir à cette co-organisation. En fait, la question s'est posée à Paris, il y a à peu près un an, de savoir sur quel sujet on allait faire un One Planet Summit en 2023. L'an dernier, c'était sur les océans. Et là, on s'est dit, au fond, peut-être devrions-nous le faire sur les forêts. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de climat, on se rend compte que c'est important de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est important aussi de s'assurer que tous les mécanismes qui absorbent, qui retirent du carbone de l'atmosphère, qui séquestrent du carbone, ces mécanismes-là sont préservés. La forêt notamment. On a travaillé sur les océans, mais la forêt, elle capte le quart du carbone qui est séquestré. Or, ces forêts, elles sont menacées. Dans le monde entier, et en particulier les plus grands bassins forestiers, sont menacés. L'Amazonie est brûlée, vous vous souvenez, ces images terribles. Elle est en proie à la déforestation, l'Asie du Sud-Est aussi. Et au fond, aujourd'hui, la principale région du monde où la forêt est solide et capte du carbone, même si elle est menacée, c'est ici, le bassin du Congo. Et donc, l'idée s'est faite à Paris de se dire, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose, on veut faire quelque chose sur les forêts, et il faudrait le faire avec un pays qui est engagé sur ces questions. Et là, de toute évidence, ça devait être dans le bassin du Congo, et de toute évidence, le choix s'est porté sur le Gabon, d'abord parce que c'est le pays qui a le couvert forestier le plus élevé, c'est le pays 88%. qui capte le plus de carbone au monde. Tout à fait. Puis je dois dire aussi que c'est le pays, et je le dis, Stéphane n'est pas avec nous, donc il ne rougira pas, mais c'est un pays qui a des diplomates absolument exceptionnels pour les négociations climatiques, des gens avec un très haut niveau de technicité, mais aussi ce sens politique qui permet d'engager des discussions, de trouver des compromis, de trouver des solutions. Et ça, moi je suis diplomate, Stéphane aussi, mais lorsqu'on travaille ensemble, même si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur tout, mais le fait d'arriver à trouver des solutions, à porter la voix des autres et à arriver en fait à des résultats, ça c'est essentiel. Et le Gabon là-dessus est vraiment, pour tous les diplomates qui travaillent sur ces sujets-là, le Gabon, qui a été la voix de l'Afrique pendant 3 ans dans les réunions des Nations Unies, le Gabon est vraiment un pays qui s'impose comme une évidence à nous, comme le grand partenaire climat sur le plan diplomatique. Gardez-en un peu pour la suite de nos échanges, parce que nous allons poursuivre, Madame, Monsieur, ce plateau spécial, cet entretien exclusif de l'ambassadeur de France au Gabon se poursuit avec un autre invité. Il s'agit du directeur général de l'environnement, Stéphane Mouba. On se dit à tout de suite.
Merci d'être avec nous pour la suite de cet entretien exclusif qui reçoit, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, deux personnalités. La première, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez vu dans ce premier échange, monsieur l'ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamec. Et en face de lui, il y aura monsieur le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature, monsieur Mouba Stéphane. Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour la suite. Alors déjà, avec monsieur l'ambassadeur, nous avions commencé par poser les bases de cet échange, notamment le choix porté sur le Gabon pour abriter ce sommet, mais pas seulement. On a également évoqué la pertinence d'un tel sommet à ce moment de la vie de l'humanité. Écoutez, la question des changements climatiques aujourd'hui, je pense, ne fait plus aucun doute sur son importance au niveau mondial, son incidence sur la qualité de vie et le développement de nos pays. Et aujourd'hui, la science nous le rappelle régulièrement, nous sommes dans une phase d'urgence climatique, d'urgence de l'action. Et ce sommet, cette rencontre de Libreville ne pourra que venir amplifier l'action qui est déjà engagée et apporter des éléments de réponse complémentaires, parce qu'il n'y aura pas une réponse unique et définitive à la question climatique, mais il y aura des évolutions au fil du temps, au fil des nécessités, et donc que les États, les acteurs non étatiques se parlent et se rencontrent est toujours important et prioritaire au moment où nous en sommes de ces enjeux à l'échelle globale. D'accord, et justement avec vous, monsieur l'ambassadeur, nous l'avions déjà peut-être dit un tout petit peu, les raisons qui ont motivé le choix du Gabon pour abriter ce sommet. C'est important de revenir sur cette question. Oui, le Gabon, c'est vraiment d'abord le pays forestier par excellence, un couvert forestier exceptionnel, 88% du territoire, un pays qui, du coup, grâce à sa forêt, capte du carbone. C'est sous contrôle du directeur général, le pays d'ailleurs qui capte le plus de carbone au monde, qui retire le plus de carbone de l'atmosphère au monde. Donc c'est vraiment, si on veut parler de forêt, si on veut parler d'engagement sur les questions climatiques, le Gabon, c'était une évidence. Et puis, j'ajoute aussi, c'est un pays qui est... moi, je suis diplomate et je vis dans le monde de la diplomatie où on négocie, où on essaie de trouver des solutions aux crises du monde. Eh bien, le Gabon, dans ces grands rendez-vous diplomatiques que sont ces conférences sur le climat ou sur la biodiversité d'ailleurs, c'est un pays extrêmement engagé, très efficace, avec des diplomates hors pair, très talentueux, très respectés de l'ensemble des diplomates du monde, des gens qui ne sont pas seulement des très fins techniciens, mais également des gens qui sont capables de trouver des solutions, qui sont, comme on dit, politiques, qui arrivent à identifier à partir d'un problème la voie pour en sortir, qui arrivent à construire des consensus. Et Gabon, pendant 3 ans, a négocié au nom de l'Afrique. Nous, c'est au niveau européen que nous négocions ces questions climatiques. Eh bien, face à l'Europe, il y avait le Gabon qui parlait au nom du continent africain pour trouver des solutions sur les enjeux climatiques. Et le directeur général. Et donc, pour nous, je pense que pour tous les spécialistes des questions climatiques, c'est une évidence que le Gabon était le pays sur lequel on a travaillé. Et justement, si on parlait de ce One Forest Summit, il s'inscrit dans le cycle des One Planet Summit. Pourquoi pourriez-vous peut-être nous expliquer pourquoi? Je commence par vous dire que au fond, toute la discussion internationale, diplomatique sur le climat, ça se fait dans le cadre donc, de grandes rencontres qu'on appelle les COP, les conventions qui ont lieu une fois par an et où on essaie d'avancer sur les sujets. On identifie chaque fois un sujet spécifique et on essaie d'avancer. En 2017, nous, France, Emmanuel Macron, s'est dit qu'au fond, si on veut vraiment que ces rendez-vous soient efficaces, il faut qu'on mobilise avant. Il faut qu'on mobilise avant tous ceux qui ont un rôle à jouer, pour qu'on puisse arriver, lors de ces grandes conférences des Nations Unies, à des solutions. 2017, c'est l'époque où un grand pays, les États-Unis, pour ne pas le nommer, avait annoncé qu'il allait quitter le processus des COP et de l'accord de Paris sur le climat. Et donc, il a fait cette réunion, Emmanuel Macron, il a fait venir donc à Paris en décembre 2017, le secrétaire général de l'ONU, énormément de chefs d'État, mais pas seulement des États, également des chefs d'entreprise, des représentants de grandes organisations internationales, d'ONG, des chercheurs, tous les gens en fait qui avaient une petite brique à apporter, une petite contribution à apporter au règlement des questions climatiques. Et nous, on pense que ça a aidé à garder, alors que les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient quitter tout l'effort collectif qu'on fait pour sauver la planète du réchauffement climatique. Eh bien, nous, on pense que ça a contribué à garder la mobilisation et à faire en sorte que on entretienne la flamme et qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, tous les ans,
on a reconduit ça. Et puis petit à petit, entre-temps, heureusement, les États-Unis sont revenus, hein, donc on a aujourd'hui une administration qui est très engagée sur le climat, mais on s'est dit que ça valait la peine de garder cette méthode, mais en la consacrant chaque année à un thème nouveau. D'accord. Il y a 2 ans, c'était la biodiversité, par exemple. Et L'an dernier, cette année, les océans. Et cette année, voilà, les forêts. on a choisi les Et forêts. quels vont être les temps forts de ce sommet? Alors, il va y avoir... en fait, il y a plein de choses. Ça commence par un moment que je crois qui va être très important, qui est d'entendre la jeunesse, entendre ce que les jeunes ont à nous dire. Et ce n'est pas nous qui l'organisons, ce sont des jeunes Gabonais qui ont organisé ça eux-mêmes, un One Planet Youth Forum. Et vous avez peut-être entendu parler, ça communique beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est très excitant. Et donc des jeunes donc, qui vont nous dire ce qu'eux voient pour l'avenir. C'est les premiers concernés, c'est leur planète dont il s'agit. Et donc au bout de 2 jours de travaux, ils viendront présenter aux leaders du monde donc, leurs conclusions. Ça c'est une première étape. Après, il va y avoir toute une série de réunions qui vont être organisées, d'abord au niveau des experts, c'est-à-dire des chercheurs, des scientifiques, des entreprises, des représentants d'organisations internationales, des représentants d'État aussi, hein, qui vont essayer de voir sur un certain nombre de sujets, identifier le problème et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Et ils travaillent déjà, à vrai dire, hein, mais c'est cette réunion donc, qui va se tenir le 1er mars devrait permettre de faire sortir des solutions, et ces solutions, elles seront présentées le lendemain devant les chefs d'État. Et c'est ça un peu la méthode donc, des One Planet Summit. C'est l'idée de mettre tous ceux qui ont quelque chose à dire, pas uniquement des diplomates, hein, tous ceux qui ont une contribution à apporter, et y compris donc, le secteur privé, y compris les entreprises, y compris la jeunesse, de manière à ce que les problèmes soient posés, les solutions soient identifiées et les engagements soient pris. Et c'est ça la partie la plus importante. Le problème des engagements, c'est qu'ils sont généralement pris durant ces grands messes, mais jamais appliqués sur le court long terme. Mais ça, c'est une autre question sur laquelle nous reviendrons pour la suite, parce que M. Mouba est avec nous également. Il va revenir peut-être sur les 3 piliers hein, qui vont constituer, qui seront donc l'épine dorsale de cette organisation. Est-ce que vous pouvez revenir sur chacun de ces piliers ? Alors effectivement, ce One Forest Summit est organisé autour de 3 piliers importants qui parlent finalement entre eux d'un même problème: comment assurer la gestion durable de la forêt et comment financer les mécanismes de conservation. Et donc la première chose pour pouvoir gérer durablement un écosystème ou toute autre chose, c'est de le connaître. Et la connaissance, à travers la science, nous permet de pouvoir mieux gérer. Et donc le premier pilier sera le pilier sur la science, sur la recherche, l'innovation en matière de forêt. Et sur cette thématique-là, ça va être des chercheurs des 3 bassins forestiers, bassin du Congo, amazonien, Amérique du Sud-Est, qui vont se réunir pour partager des connaissances, partager des informations, des expériences et développer une approche commune de partage de connaissances, mais de renforcement de capacité également. Le deuxième pilier va être, une fois qu'on connaît, on peut gérer, on peut utiliser, on peut transformer. Et donc là, on va parler des chaînes de valeur durables. Comment arriver à exploiter la forêt sans la détériorer, sans la dégrader, en préservant les zones les plus essentielles, mais en utilisant aussi toutes les ressources que la forêt nous apporte pour pouvoir faire de la cosmétique, de l'agriculture et différents usages que nous connaissons. Et cette partie-là est un peu l'intermédiaire entre ceux qui connaissent, ceux qui transforment, donc les industriels, et la troisième partie qui est le financement. Le financement va concerner aussi bien les États, les entreprises qui travaillent dans les milieux forestiers, les chercheurs qui ont besoin d'être soutenus pour pouvoir réaliser leurs travaux. Et donc, on a un troisième pilier qui va discuter des mécanismes innovants de financement. On constate aujourd'hui que beaucoup de financements classiques étaient basés simplement sur l'aide au développement, sur les mécanismes bilatéraux, multilatéraux d'accompagnement au financement. Aujourd'hui, il faut innover. Il faut pouvoir réformer la dette. Il faut pouvoir créer des obligations vertes, des obligations bleues. Il faut pouvoir utiliser les opportunités des marchés de crédit carbone, des marchés de certificats ou de crédits de biodiversité. Et donc tous ces mécanismes-là, il faut que les différents acteurs, secteur privé, banques multilatérales de développement, États,
ONG se mettent ensemble pour identifier ceux qui seront applicables par rapport aux défis, aux challenges que nous avons devant nous. Est-ce que ce ne sera pas des identifications supplémentaires? Permettez que j'embraye sur ce que vous venez de dire, parce que depuis l'accord de Paris, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Il y a des avancées qui n'ont pas pu être réalisées du fait notamment du manque de financement. Est-ce que cette rencontre de Libreville va permettre réellement de toucher du doigt le problème véritable qui bloque le financement et parvenir à ce financement? Je pense que finalement, Libreville est le meilleur endroit où on peut faire ce travail, qui consiste à arriver à mettre en place des volontés politiques et une réalisation concrète sur le terrain. Et le Gabon a fait la démonstration depuis l'adoption de l'accord de Paris qu'un pays en développement qui a un certain niveau de ressources, on est pays à revenus intermédiaires de la tranche haute, peut arriver à tenir ses engagements. Le Gabon a tenu tous ses engagements pris au titre de l'accord de Paris. Si le Gabon peut le faire, c'est que des nations plus développées peuvent le faire, et c'est que des mécanismes que le Gabon a utilisés peuvent être dupliqués dans d'autres pays pour arriver à le faire. Peut-être, Laetitia, là-dessus, un mot, parce que c'est un point important. On parle souvent, quand on parle de climat, du financement. Et ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est un sujet important, le financement, hein, c'est clair. Hein, mais ce n'est pas le seul. Et je pense qu'il faut traiter ça. Il faut avancer sur le financement. Et d'ailleurs, nous, France, allons organiser au mois de juin une conférence justement sur le modèle de financement pour répondre à ce qui a été une des grandes décisions à Sharm el-Sheikh et à Glasgow, donc le traitement donc, des dommages et préjudices. Hein. Donc on va traiter ce volet financement, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, si je puis dire, et qu'on pense qu'il n'y a qu'un problème de financement. Il y a aussi un problème de transformation du modèle économique, il y a un problème de mentalité aussi, d'esprit, d'engagement des uns et des autres. En fait, il y a énormément de difficultés qu'il faut prendre en compte. Il y a un problème de connaissance de la forêt, un problème universitaire, il y a un problème d'instruments financiers à mettre en place. Donc, il ne faut pas que l'impression qu'on ait le sentiment que la question du financement bloque toutes les autres. C'est un des sujets à traiter, on le traite, il faut le traiter, mais il y en a beaucoup d'autres. D'accord. Merci. Justement, je reste avec vous pour parler de la coopération entre le Gabon et la France, pays couvert déjà par, je parle du Gabon, hein, bien sûr, qui a une couverture forestière estimée à 88% de son territoire et qui a limité la déforestation à 0,1% sur les 30 dernières années. Quelle est la coopération qui existe, les points saillants de cette coopération environnementale, j'entends, entre le Gabon et la France? Alors, on a historiquement, hein, depuis plus d'une dizaine d'années, un programme de conversion de dette. En fait, on a réutilisé plusieurs dizaines de millions d'euros au service donc, de la préservation des forêts du Gabon. Les forêts, c'est un lien direct avec le climat, pour les raisons qu'on vient de dire. Hein. Ce sont ces forêts qui contribuent à retirer un peu de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc il y a toute une série de sujets qui sont liés donc, à la préservation des forêts qui ont été portés comme ça dans le cadre de ces coopérations. Par exemple, ça a permis de développer une agence spatiale gabonaise. Quel est le lien avec la forêt? Eh bien, la capacité à traiter les images des satellites fait qu'on a une meilleure compréhension de la façon dont les forêts évoluent. Et par conséquent, on sait si une politique publique est efficace ou pas, s'il faut porter la priorité sur tel ou tel aspect. Dans ce cadre-là aussi, on a travaillé sur les questions de biodiversité, on a essayé de contribuer à la mettre en place de barrières, par exemple, de barrières contre les éléphants, dans le cadre, en tant que réponse sur le conflit homme-faune. On a travaillé à rendre plus accessible aussi la forêt, pour que les gens, s'approprient, connaissent mieux leur environnement forestier. Donc ça, c'est un projet qui va bientôt aboutir à l'arboretum Raponda Walker, pour mieux connaître la forêt. Voilà, il y a toute une série, vous voyez, de projets qui ont été mis en place dans ce cadre-là. C'est à chaque fois des petites pierres qui sont portées à l'édifice, mais je pense que ce sont des choses concrètes et utiles. Et justement, on va refermer cette première partie avec cette interrogation sur la position de la France dans la lutte contre les changements climatiques et comment un pays comme la France accompagne le Gabon. Alors, concrètement. Oui. La position de la France, qui est celle de l'Europe d'ailleurs, hein, qui est celle de l'Union européenne, moi je la qualifierais de très ambitieuse. Tout à l'heure, vous disiez, au fond, les engagements sont pris, mais ils ne sont pas respectés. Je ne suis pas d'accord. Nous, Européens... Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais les pays qui absorbent, qui génèrent moins de carbone, sont les pays qui n'ont toujours pas reçu le financement. Attendez, alors effectivement, on va y revenir, mais nous, par exemple, Européens, nous étions engagés
à diminuer, nous sommes engagés à diminuer, à arriver à 0 émission de carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, nous, on produit pratiquement moitié moins de carbone qu'on en produisait en 1990, nous, Européens. C'est un très gros effort qui a été mené et qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, voilà, elle a, par rapport au pic que ces émissions ont atteint en 1990, elle est pratiquement à moitié moins. On s'est engagé d'ici 2030 à être à 57% de moins qu'on était en 1990. Ce sont des engagements qui ont été pris, qui ont évidemment un coût, c'est des investissements, c'est des politiques publiques très ambitieuses qu'on a portées. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'on s'y est engagé. Et je pense que c'est important que tous les pays prennent des engagements justement de ce type-là et les respectent. Et le financement est un sujet, hein, mais je vous dis, il y en a beaucoup d'autres et ça commence par les engagements qu'on prend vis-à-vis de soi-même. C'est important de le savoir et nous essaierons d'aller plus en profondeur dans notre échange et ce sera dans la seconde partie de cet entretien exclusif qui reçoit toujours l'ambassadeur de France au Gabon, monsieur Alexis Lamec. Et puis en face de lui, il y a Stéphane Mouba qui est lui directeur général de l'environnement. Merci de nous suivre et de revenir avec nous dans la seconde partie. Nous revenons dans la seconde partie de cet entretien exclusif ici à l'ambassade, à la résidence de l'ambassade de France qui nous reçoit. Monsieur l'ambassadeur est toujours avec nous, monsieur Alexis Lamec. Merci de nous recevoir. Merci également à vous, monsieur le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au ministère de l'environnement du Gabon de nous permettre, de nous édifier sur cette question fondamentale. Et nous étions avec vous, nous vous redonnons la parole pour nous préciser la différence entre la COP27 et le One Forest Summit. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux événements? Donc la COP, ce qu'on appelle les COP, ce sont la réunion de l'ensemble des États du monde, en fait. Tous ceux qui ont signé, ratifié la Convention sur le climat. Et tous les ans, ils identifient des sujets sur lesquels il faut avancer et essayer de trouver des solutions. Très bien. Les diplomates sont là-bas, ils travaillent et ils négocient pour trouver des solutions. Et on avance petit à petit. Parfois, il y a des COP qui sont moins bonnes que d'autres qui sont plus ambitieuses, d'autres où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Le One Planet Summit est donc celui qui va être consacré aux forêts, que du coup on appelle le One Forest Summit, qui va être organisé conjointement par nos deux pays à Libreville dans quelques jours. C'est différent. Ça ne rassemble pas tous les pays du monde. Ça rassemble juste un nombre plus limité d'acteurs. Il y aura des pays, il y aura des chefs d'État, vous allez voir une dizaine de chefs d'État qui vont être présents, des ministres évidemment, il y aura donc du personnel politique, mais il y aura aussi des chefs d'entreprise, il y aura aussi de la société civile, il y aura des chercheurs, des scientifiques, etc. Tas de gens qui, sur des questions précises, ont des solutions à apporter, ou plutôt ont tous un morceau de solution à apporter. Et l'idée de ce One Planet Summit, c'est de rassembler ces morceaux de solutions pour en faire des réponses, et de manière à faciliter les choses pour la prochaine COP qui va se tenir à Abu Dhabi. D'accord. Si on parlait des objectifs de ce sommet, on sait que l'un d'entre eux, c'est d'asseoir une véritable solidarité nord-sud en matière de protection des forêts. Dans les faits, comment va-t-elle s'articuler, cette solidarité? Alors, en lien avec votre précédente question, il faut percevoir le One Forest Summit également comme une opportunité qui n'existe pas suffisamment dans les COP, qui est de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des solutions se parlent. Comme disait monsieur l'ambassadeur, pendant les COP, ce sont les États essentiellement qui se parlent. Là, nous avons les États, mais lorsqu'il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre, vous, dans l'utilisation de votre voiture, vous pouvez contribuer. Une grande entreprise, dans les choix technologiques qu'elle fait, elle peut y contribuer. Des ONG, à travers les organisations, les activités qu'elles vont mettre en place, elles peuvent aussi contribuer. Et là, tous ces acteurs peuvent se parler. Et donc finalement, Libreville et cette édition du One Forest Summit nous donnent l'occasion de mettre ensemble ces acteurs, de leur donner l'opportunité d'apporter des éléments de solution selon ce que chacun sait faire, selon ce que chacun peut faire pour qu'il y ait davantage de coopération. Et cette coopération est également effectivement nord-sud, elle est sud-sud, elle est entre les acteurs dans un même État. Et c'est une action globale qui peut nous emmener à obtenir des résultats. Et donc vous allez avoir des pays du Nord qui ont des initiatives existantes, qui ont des initiatives qui sont déjà opérationnelles. On connaît au Gabon l'initiative pour la protection des forêts d'Afrique centrale, le CAFI, donc qui existe, qui est un modèle de ce qui se fait, mais peut-être qui n'existe pas en Amérique du Sud. Et là, ça donne l'opportunité de réfléchir à des modèles similaires. Qu'est-ce qui est fait en termes de connaissances scientifiques sur les forêts
en Europe, par exemple, à travers des observatoires très poussés, des universités, que nous n'avons pas chez nous. Et donc, ces scientifiques et chercheurs européens vont discuter avec nous pour que nous puissions dupliquer ces modèles et arriver à avoir des solutions collectives. Parmi les initiatives concrètes et sur lesquelles doit déboucher le One Forest Summit, il y a la promotion de chaînes de valeur durables dans le domaine forestier. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de rassembler ceux qui, appelons ça les coalitions, les entreprises qui peuvent travailler ensemble dans le cadre d'une exploitation durable des forêts. Imaginez que vous ayez ici une entreprise qui de manière durable, qui respecte la forêt, qui permet de la préserver, produisent du chocolat ou des produits médicinaux ou du bois, et que cette entreprise n'arrive pas à vendre ses produits. Elle ne fonctionne pas, cette entreprise, elle va disparaître. Si il y a une autre entreprise que ça intéresse justement d'acheter du chocolat ou des produits pharmaceutiques ou du bois vertueux, c'est-à-dire des produits qui ont été développés en fait en préservant la forêt, en étant respectueux du climat. Si l'entreprise se dit bon, moi au fond je suis d'accord pour payer peut-être un peu plus cher, mais pour quelque chose qui aide la planète, à ce moment-là, l'entreprise qui est ici, elle est encouragée et elle se poursuit. C'est ça ce qu'on appelle des chaînes de valeur, des chaînes de valeur durables. C'est quand on arrive à reconstituer toute la chaîne qui va de la production jusqu'à la vente aux consommateurs. Et ça, c'est des entreprises qui doivent se rencontrer, qui doivent s'engager, c'est des rendez-vous en fait qu'il faut monter, et c'est un aspect important justement de ce One Planet Summit. Et les financements innovants, si nous en parlions? Alors les financements innovants, donc ça c'est un sujet, je pense, extrêmement prometteur. C'est tout ce qu'on appelle la finance carbone, c'est-à-dire comment faire en sorte que on puisse mettre un prix au carbone, que le fait que des pays produisent du carbone fasse qu'ils aient quelque chose à payer en contrepartie de ça. Payer quoi? Eh bien justement, payer des pays qui, eux, captent du carbone. Et donc faire en sorte que le Gabon, qui donc chaque année retire 100 millions de tonnes de carbone de l'atmosphère, c'est juste colossal, c'est le pays qui en retire le plus au monde, faire en sorte que le Gabon puisse être payé pour ça. Donc c'est une discussion très complexe parce qu'évidemment il faut bien identifier, il faut être sûr de ce qu'on paye, il faut être sûr qu'on ne paye pas plusieurs fois, il faut qu'il y ait des registres qui calent bien les choses, mais un travail ce travail très complexe est mené, il avance, et les Gabonais ont beaucoup travaillé sur ce sujet, et nous les suivons de très près, nous Européens. Mais ce qu'on voudrait arriver à obtenir à l'occasion de ce One Planet Summit, c'est avancer un peu plus loin, faire en sorte que ces modèles financiers soient mieux compris, mieux connus, et que justement des annonces d'achat puissent intervenir, que cette idée qui pour l'instant est une idée un peu abstraite devienne une réalité. Et on parle de carbone justement au Gabon. Le Gabon a mis sur le marché son produit carbone. Où en sommes-nous à ce jour? Une question qui découle de ce que vient de dire Monsieur l'ambassadeur. Alors les crédits carbone s'inscrivent dans un processus qui est celui des efforts qui sont réalisés par les pays sur le terrain pour pouvoir avoir ces résultats de séquestration, d'absorption de CO2. Ensuite, ils passent par un processus d'évaluation et de certification. Donc, ce sont ces deux premières étapes que le Gabon a passées et donc a vu en 2022 ces crédits certifiés. Et donc maintenant, peut aller sur les marchés du carbone pour dire j'ai des crédits qui sont authentifiés et donc qui peuvent être commercialisés. Et maintenant, à travers le Fonds gabonais d'investissement stratégique, le Gabon va commercialiser ces crédits, mais ne va pas simplement les commercialiser, j'ai envie de dire, pour générer des ressources, mais également pour pouvoir atteindre des prix de valeur du carbone qui traduisent l'effort réel et la valeur réelle des crédits que le Gabon a générés. Et donc le Gabon fait aujourd'hui partie d'une coalition de rares pays qui, sur les marchés du carbone, apportent des crédits de très haute valeur de qualité, parce que les crédits au Gabon n'ont pas qu'une valeur carbone. Ils sont associés à nos forêts et donc à toute la biodiversité qui existe dans ces forêts. Ils sont associés à nos villages, à nos usages et donc à toutes les populations qui vivent autour et donc ont une valeur sociale. Et donc ce sont vraiment des crédits qui intègrent plusieurs co-bénéfices que nous mettons sur le marché et qui n'est pas encore un marché prêt et habitué à ce type de crédit, puisque avant, le modèle qui existait avant l'accord de Paris, c'était des projets qui réduisaient des émissions.
J'ai une centrale à charbon aujourd'hui qui émet 1000 tonnes de CO2, on va dire, par an, et je passe à une nouvelle énergie qui va en émettre moins et on me rémunère ce différentiel. Aujourd'hui, on parle d'absorption et de séquestration nette. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, les pays occidentaux se sont industrialisés sur un modèle basé sur les énergies fossiles. C'est important. N'est-ce pas injuste de demander à l'Afrique de s'en passer, surtout au décollage de son industrialisation? Alors, enfin, je pense qu'il faut se poser la question autrement, en fait. Aujourd'hui, on a une crise qui touche la planète, l'ensemble de la planète, et il faut trouver une solution à cette crise. Il s'agit des générations futures dont il faut sauver. On n'aura pas de planète de rechange, donc il s'agit pour les générations futures d'avoir un endroit où elles pourront vivre et bien vivre. Et donc la question aujourd'hui, c'est pas tant de savoir si certains. L'Afrique doit quitter les énergies fossiles. La question aujourd'hui, c'est de voir quel modèle de développement on peut mettre en place pour que nous tous, nous puissions avoir un modèle de développement qui soit réconcilié avec la planète. Et ça signifie des investissements, ça signifie de l'argent, des investissements que justement, la solidarité dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. Les pays du Nord vont contribuer à financer. Pas que les pays du Nord, d'ailleurs, tous les pays du Nord vont le faire, mais tous les pays qui ont la capacité à le faire doivent pouvoir le faire. Il n'y a pas que des pays du Nord aujourd'hui qui sont riches. Mais en tout cas, tous ceux qui peuvent s'engager là-dedans doivent s'y mettre, de manière à ce que justement on sorte de ce modèle de développement que, c'est vrai, les Occidentaux ont mis en place il y a 150 ans, il y a 200 ans, en n'ayant pas conscience de l'impact qu'il allait avoir sur la planète. Maintenant, plus personne ne peut dire « je ne sais pas ». Plus personne ne peut dire qu'on ne savait pas qu'on avait cette crise. Donc il faut qu'ensemble, on trouve un modèle, une transition qui fasse qu'on sorte de ce scénario catastrophique. C'est quand même une question qui doit être posée. Permettez que je la pose. On est parti à plusieurs COP. Depuis l'accord de Paris, il y a eu plusieurs COP. Nous étions en 2015, accord de Paris. Tout le monde s'est mis d'accord sur un certain nombre de problématiques. Et là, on arrive à la COP 27 en Égypte, qui est une COP africaine, où le financement, et c'est vraiment la question fondamentale de toutes ces rencontres, c'est on met en place de belles idées, mais on ne parvient pas à les implémenter parce qu'il n'y a pas de financement. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on parvient à ce financement indispensable pour les pays africains qui ne sécrètent que 4% d'émissions dans la nature. Comment on parvient au financement, le vrai financement qui permettra à l'Afrique non seulement de préserver sa forêt, mais plus encore de continuer à recevoir ce qui vient d'ailleurs. Ouais, c'est une question majeure. Hein. Et alors, simplement, il faut faire attention. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de financement. Il y a eu un engagement qui a été pris en 2009, je crois, d'arriver en 2022 à la somme de 100 milliards de dollars de financement pour le climat. Aujourd'hui, on est à 90. 92, 93, je ne sais plus, je crois que les chiffres de l'OCDE ne sont pas encore publiés, on y est presque, hein. On ne peut pas dire qu'il y a zéro, il y a 93. Non, c'est pas ce qu'on dit. Et donc il y a déjà évidemment un volume important, il faut aller plus loin, c'est clair, hein, et on le fait. Et d'ailleurs, la France qui contribue à hauteur de 6 milliards, bien au-delà en fait de son poids dans l'économie mondiale et bien au-delà de la part de carbone que la France a relâchée dans l'atmosphère, hein, historiquement, la France donc est bien consciente de ça, et je vous dis, on est à 6 milliards de dollars par an. Donc l'argent, il est là. Il en faut plus, mais déjà, il y a de l'argent. Donc le sujet, j'insiste là-dessus, hein, il n'est pas que financier. Non, il n'est pas c'est que aussi financier, une question de mobilisation. Et on a beaucoup de pays qui doivent accepter l'idée, comment dirais-je, le sens de l'urgence. Je pense que le gros problème, pour moi, notre gros problème aujourd'hui, c'est que tous les pays n'ont pas le même sens de l'urgence. Il y a des pays qui considèrent que l'urgence aujourd'hui ? Elle est maximale. Elle est maximale. On voit déjà les effets de ce réchauffement climatique dans le monde entier. Les incendies qu'on constate, les événements climatiques extrêmes auxquels nous sommes confrontés, l'augmentation du niveau de la mer, la perte de la biodiversité, tout ça, ce sont des choses qui sont liées à ce réchauffement climatique, y compris ici au Gabon, où donc les forêts impactées par le réchauffement climatique génèrent moins de fruits, donc ça bouleverse également le comportement de la grande faune. Donc non, il y a déjà une urgence. Et je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui, il n'y a pas que celui du financement, c'est que les États n'ont pas tous le même sens de l'urgence. Et donc, je pense pouvoir dire que nous, France, nous, Europe, on a ce sens de l'urgence. Je pense pouvoir dire que le Gabon a ce sens de l'urgence. Et ensemble, il faut qu'on le porte et que les autres s'adaptent. Est-ce que pendant ce sommet, le sens de l'urgence sera mis sur la table ? Oui, je pense
Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur général? Je pense que c'est un des résultats qu'on cherche à atteindre. C'est justement ce coup de projecteur, cette mobilisation, le fait que chacun doit non seulement comprendre, mais porter ce message. Très bien. Des solutions concrètes après le sommet d'Égypte, bon, elles vont être implémentées parce qu'on sort du sommet d'Égypte, c'était en novembre dernier. Mais là, quelles sont les attentes du sommet de Libreville? Les attentes du Gabon? Alors, les attentes du Gabon sont très claires. Chacun des piliers qui va être discuté dans ce sommet correspond à des livrables, des résultats qui sont souhaités et qui sont attendus. Sur la question scientifique, il est clair, il faut absolument mettre un mécanisme de gestion, de suivi, d'observation des forêts, non pas seulement du bassin du Congo, mais des 3 bassins forestiers. Aujourd'hui, quand on parle de CO2, on calcule et on décompte les émissions qui sont faites chaque année par les différents sectoriels, mais nous devons aussi pouvoir suivre avec exactitude ce que les forêts absorbent. Et on le voit déjà, certaines données scientifiques nous montrent, dans le cas de l'Amazonie, que les forêts commencent à souffrir elles-mêmes du réchauffement climatique et sont de moins en moins efficaces. Et donc tous ces éléments-là nous permettent de savoir où est-ce que nous devons agir dans l'urgence. Sur la question des chaînes de valeur durables, comme vous le savez, le Gabon est très engagé avec les zones économiques spéciales. Et donc, il y a des nouvelles zones qui vont être construites au Gabon. Ces zones-là, en plus de celles qui existent déjà, visent à transformer notre bois, transformer les produits de la forêt. Et aujourd'hui, la vision du Gabon est de dire, nous exploitons pour préserver. Et donc, avoir ces entreprises autour du Gabon qui s'engagent dans une coalition où on accepte d'acheter, de consommer des produits qui sont certifiés, qui sont traçables, qui sont écologiquement responsables, qui sont socialement bénéfiques, permettent de garantir que le Gabon n'aura pas à attendre la contribution de la France au Fonds vert climat, au niveau bilatéral, mais de dire il y a un marché aujourd'hui où les Français peuvent consommer et acheter des produits qui créent des emplois, qui créent des revenus, qui contribuent à la création de richesses. Sur la finance, il est très clair aujourd'hui, comme on l'a dit, on a mis des crédits carbone sur le marché. On a donc à peu près certifié près de 200 millions de crédits. Et donc, sur ce volume de crédits-là, il faut être capable d'avoir un marché international, des coalitions de pays qui reconnaissent. Le marché international existe, mais vous avez une variété de prix. Vous avez des tarifs qui vont de 5 $ la tonne dans les marchés les moins intéressants, notamment ce qui est pratiqué avec la Banque mondiale et d'autres acteurs, autour de 5 à 10 $. Vous avez en Asie des marchés qui sont à 8 $ et vous avez en Californie des marchés qui sont à 55 $, voire 60 $. Et donc on voit tout de suite ce gap, il est extrêmement important. Il faut qu'aujourd'hui il y ait une coalition forte de pays qui sont prêts à acheter les crédits carbone qui soient émis par le Gabon, par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par le Brésil, par le Suriname, par la Guyane, au juste prix de leur valeur pour pouvoir nous inciter à donner de la valeur aux forêts debout plutôt que lorsqu'elles sont couchées. C'est très bien dit, merci beaucoup. Et je pense que je ne ferai pas mieux, mais je veux vous reposer la même question. Quelles sont les attentes de la France par rapport à cette rencontre de Libreville, ce sommet sur les forêts? Avancer. C'est un combat... Dans quelle direction? Alors, sur chacun des 3 piliers qu'on a mentionnés tout à l'heure, avancer pour qu'on ait un dispositif de recherche qui soit plus efficace, où les chercheurs d'Afrique sont en mesure de comparer leurs travaux avec ceux des chercheurs qui travaillent sur l'Asie du Sud-Est ou ceux qui travaillent sur l'Amérique latine. Faire en sorte que donc on ait des investissements qui soient faits pour qu'on ait une meilleure compréhension. Avancer sur ces fameuses chaînes de valeur durables. Faire que des grosses entreprises globales s'engagent, découvrent, s'engagent, voient la valeur de ce que peut représenter l'exploitation durable des forêts du Gabon et des autres pays et qu'elles achètent ces produits. Et que donc, du coup, ça soit intégré dans l'économie mondiale. C'est exactement ce qu'a dit le directeur général. C'est pas uniquement de la générosité ou de la solidarité, c'est aussi de l'économie au départ. Et avoir donc un modèle économique qui permet de valoriser, de valoriser l'exploitation durable des forêts. Donc ça, ce sera une avancée très importante. Ce sera une petite pierre, encore une fois, il faut rester humble, mais je pense que ce sera une avancée importante. Et enfin, avancer sur la question des crédits carbone. C'est un sujet qui est vraiment complexe. C'est un sujet que beaucoup de gens d'ailleurs ne connaissent pas très bien. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste, je l'avoue. mais c'est un sujet qui est absolument majeur parce que ça peut changer, en fait. Si on arrive vraiment à donner un prix au carbone, je pense que ça va changer la motivation de tous. Ça va changer la motivation de tous pour s'attaquer vraiment pleinement à cette question donc, du réchauffement climatique, à faire que justement ce sens de l'urgence
ce sens de l'urgence soit bien perçu par tous. Et aujourd'hui, les populations de l'arrière-pays ne se sentent pas concernées par les politiques mises en place en matière de préservation de l'environnement, leur environnement dans lequel ils évoluent au quotidien, parlant de la vente de ces crédits carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon tient compte de ce que ces populations vivent au quotidien, ces problèmes de changement climatique, et donc doivent bénéficier des retombées de la vente de ces crédits carbone? Bien sûr, je pense que la priorité du gouvernement, à travers ses politiques environnementales, est d'abord d'assurer un développement durable au Gabon. D'accord. Nous le faisons pour la planète, nous le faisons également pour le Gabon et pour les populations du Gabon. Lorsqu'on prend l'accord avec la Norvège sur la préservation des forêts, donc l'accord sur CAFI, on voit bien que les actions qui sont prévues à l'intérieur, qui sont issues d'un financement lié à la captation du CO2 par nos forêts, visent à mettre en place, par exemple, un plan d'affectation des terres, qui est un outil qui permet, y compris aux populations villageoises, d'avoir des zones d'emprise qui soient délimitées, d'avoir une gestion de leur foncier, d'avoir une gestion de leur territoire qui soit maîtrisée et d'avoir une meilleure capacité à profiter et bénéficier des ressources naturelles. Donc, définir quelles sont les meilleures zones agricoles, définir quelles sont les zones où on doit mettre des activités industrielles, définir où est-ce que le développement doit se faire et avec quel potentiel, et d'abord au bénéfice des populations, avant de pouvoir, on va dire, créer de la valeur qui va simplement être une contribution au PIB qui ne sera pas perçue par tout le monde. Toutes les politiques environnementales qui sont faites au Gabon sont faites pour améliorer les conditions de vie des populations, conditions économiques, conditions sociales, mais également conditions environnementales. Nous nous acheminons sûrement et peut-être lentement vers la fin de cet échange, Monsieur l'ambassadeur. J'ai envie que nous revenions au terme de cet entretien exclusif sur l'organisation de ce sommet qui va réunir les parties prenantes pour lutter contre la préservation des forêts, pour lutter contre la déforestation et tous les maux qui minent les forêts aujourd'hui. Que retenir au sortir de cet entretien exclusif? Parlant de perspective, on va organiser ce sommet les 1er et 2 mars prochains, mais au sortir du 1er et 2 mars, que retiendra le monde de cette organisation? Alors, je ne sais pas encore. On fait tout pour que les résultats soient annoncés. L'objectif principal au sortir de ces échanges? Je pense que si on peut avoir accru justement le sens de l'urgence, je pense que si on peut avoir obtenu des annonces de la part des participants qui se seront engagés devant tous les autres, peut-être à telle grande entreprise, à acheter les produits issus donc, de l'exploitation durable des forêts ici au Gabon. Si on a l'annonce, je sais pas moi, de programmes de recherche globaux qui vont faire qu'on a une meilleure connaissance des forêts et par conséquent qu'on est mieux à même d'identifier les moyens de les protéger. Si on a des acteurs qui décident, des États ou des entreprises, qui décident d'acheter des crédits carbone gabonais, qui amènent donc un financement ici au Gabon, je pense qu'on aura considérablement avancé. Ce sont encore une fois des marqueurs, des points. C'est pas ça qui va d'un seul coup régler tous les problèmes, mais je pense qu'on sera mieux placé pour qu'à la prochaine COP, on puisse avancer davantage. C'est dans les COP que se dessinent les grandes règles, les règles de droit, celles qui fixent donc le cadre général. Mais à l'occasion de One Planet Summit, on peut avancer sur des points de blocage qui freinent le reste. Et si on arrive à avancer sur ces points de blocage, je pense qu'on aura fait une bonne action. Et est-ce qu'on peut les identifier, ces points de blocage? C'est les 3 qu'on a mentionnés, ceux sur lesquels on a choisi de travailler. Donc la recherche scientifique, l'exploitation durable et tous les mécanismes qu'on peut mettre en place pour soutenir l'exploitation durable des forêts et les financements innovants. C'est ça les 3 on aurait pu en retenir beaucoup d'autres. Ça aurait pu être les incendies, on aurait pu traiter beaucoup d'autres problématiques des forêts, mais on s'est dit, France et Gabon, que c'était ça, les 3 thèmes que nous identifions ensemble comme les points de blocage aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais les points de blocage sur lesquels on pouvait peut-être faire une différence, peut-être apporter ensemble une contribution. D'accord. Et si on revenait à cet échange, est-ce que cela ne se passait pas déjà entre le Gabon, la France, parlant de recherche scientifique, d'échange de marchandises dans ce domaine-là? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà cette coopération scientifique entre le Gabon et la France, parlant des chaînes de valeur? Est-ce que le Gabon découvre tout ce mécanisme? Et parlant de financement innovant, qu'est-ce que le Gabon attend ou qu'est-ce que le Gabon compte présenter? Autant de questions pour refermer cet entretien exclusif. Alors je pense que pour adresser votre question, on a déjà un premier résultat en tant que pays du bassin du Congo-Ogooué. C'est que la première fois qu'un One Planet est
exporté de France et co-organisé avec un autre pays, c'est dans notre bassin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'humanité reconnaît qu'il faut aller dans cette zone-là, parce qu'il y a certainement des défis, mais il y a des résultats, il y a une volonté politique extrêmement forte de faire bouger les choses. Et donc, on reconnaît aujourd'hui le fait que nous fassions foncièrement partie de la solution, mais non seulement par la contribution de nos forêts, mais également par les modèles de développement que nous mettons en place. Et sur tous ces points-là, pouvoir organiser ce One Forest Summit est donc l'opportunité, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, d'avancer, mais également de trouver des solutions, des actions précises à chacun de ces sujets, à chacune de ces problématiques, dans le but de continuer d'être un jalon important. Les COP, c'est tous les ans. Au milieu, il y a beaucoup de conférences et aujourd'hui, cette conférence devient un jalon important entre la COP en Égypte et la prochaine COP aux Émirats, où on viendra apporter les résolutions de ce One Forest Summit et donc les propositions qui permettront de mieux adresser la question des changements climatiques et également la question de la perte de biodiversité. Un message à l'endroit des participants ? Le principal message à l'endroit des participants, c'est apporter des solutions, apporter des contributions. On n'est pas dans une conférence où les gens viennent assister et écouter. On est dans une conférence où tout le monde vient contribuer à ce qui sera une solution globale. Et donc, on attend de l'innovation, on attend des annonces, on attend de la créativité de la part de tous les acteurs qui y participeront. C'est dit, Excellence. Vous avez la lourde tâche de refermer cet entretien exclusif, comme vous l'avez ouvert d'ailleurs. Un mot à l'endroit des participants, mais pas seulement, de toutes les parties prenantes qui n'ont pas encore compris la nécessité de l'urgence. Alors, je pense qu'on a heureusement beaucoup de gens qui ont compris la nécessité de l'urgence, qui vont le retrouver ici à Libreville dans quelques jours, et ils vont nous apporter, comme l'a dit le directeur général, leurs solutions, leur ambition aussi. Il faut être ambitieux. Et j'espère, moi, que ce message, on va le passer aux autres. Ceux qui restent assis sur la barrière, ceux qui regardent ailleurs, ceux qui ont l'impression que ce n'est pas la priorité. Et ça, je pense que ça peut être très puissant. Reparlons-nous, revoyons-nous le 2 mars au soir et faisons le bilan. Mais je pense qu'on aura passé un beau message à tous et de s'engager pleinement sur le climat. Alexis Lamec, ambassadeur de France au Gabon, il était accompagné du directeur général de l'environnement et de la protection de la nature, Stéphane Mouba. Ensemble, il était question de revenir sur l'organisation du One Forest Summit que Libreville abrite le 1er et 2 mars prochain. Un sommet qui est co-organisé par la France et le Gabon en vue de trouver des solutions pour la préservation durable des forêts, mais pas seulement, et vous l'avez compris, durant les 52 dernières minutes. Merci de nous avoir accueillis ici à la résidence de l'ambassade de France. On reviendra pour l'inauguration parce que cette ambassade est certifiée. Rappelez-nous le label déjà. Alors, ce sera la première ambassade de l'ensemble des ambassades françaises dans le monde qui aura le label haute qualité environnementale. Quel meilleur choix que le Gabon. Ben, quel meilleur choix que le Gabon qui a 88% de son couvert forestier, qui protège sa forêt durablement, mais qui continue d'apprendre aux côtés de ceux qui ont déjà implémenté certains mécanismes durables. Merci donc de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique et à l'équipe de l'ambassade de France qui a co-organisé avec Gabon 24 ce plateau, cet entretien spécial qui se referme. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.